Bonjour à tous et bienvenue au jour 2 de notre Advent for Cyber 2023. J'espère que vous êtes excités comme je le suis parce qu'aujourd'hui nous allons explorer le monde du data science, en français sciences de données, d'accord, et ses incroyables applications dans le monde de la cybersécurité. Alors, qu'est-ce que le data science? En quoi joue-t-elle un rôle crucial dans le domaine de la cybersécurité? C'est ce que nous allons voir, ok? On va parler aussi du langage de programmation Python. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous êtes un débutant en programmation, vous allez finir par comprendre que Python est un langage très simple, très facile, connu pour sa lisibilité, sa simplicité, et donc un langage hyper fantastique pour les débutants. Ok? Donc je vous exhorte alors à préparer votre chapeau parce que nous allons aider Mark Honeybee en tant que détective virtuel. On va coder ensemble et aussi on va apprendre ou bien explorer l'excitant croisement entre la science de données et la cybersécurité. Une fois encore, c'est le jour de Advent for Cyber 2023 et une aventure que vous ne voudrez pas manquer. Tout d'abord, ce que nous allons faire avant de commencer, on va start the machine. Do we have an attack box here? On n'a pas d'attack box, donc là c'est déjà bon. Vous allez beaucoup m'excuser pour ma voix, ok? Donc, autre chose, on va traduire en français. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Euh, voilà. Alors, rappelez-vous, au jour numéro 1, Mark Honeybell a réussi à trouver des vulnérabilités dans le chatbot de quoi? De l'entreprise Antaticraft. Okay? Antaticraft. Bref, Antaticraft. D'accord, le nom de l'entreprise en question. Vous vous rappelez, elle a réussi à trouver des vulnérabilités dans Antaticraft, le chatbot de Antaticraft. Donc, elle est super excitée. Jusqu'à ce qu'elle reçoive encore un message qu'il faut quoi? Il faut analyser le réseau. Alors, il s'avère que l'entreprise de Antaticraft, d'accord, n'a pas une technologie avec laquelle ils enregistrent des événements du réseau ou, en d'autres termes, avec lequel ils analysent des paquets. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans une entreprise maintenant et commencer par sniffer le réseau avec Wireshark. D'accord? Il y a des entreprises qui n'utilisent pas du tout Wireshark et qui utilisent d'autres méthodes, d'accord, pour analyser ou bien sniffer le trafic afin d'analyser les événements, etc. Donc, dans le cas de Antaticraft, ils n'ont pas de technologie comme ça. Et maintenant, c'est autour de Mark Honeybell de faire quoi? D'ouvrir son terminal Python. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a ouvert son terminal Python et elle a commencé par coder. OK? Donc, c'est quoi l'objectif de notre apprentissage aujourd'hui? On va découvrir ce qu'implique la science des données et comment elle peut être appliquée dans le domaine de la cybersécurité. On va avoir une brève introduction en douceur de Python, d'accord? On va parler des bibliothèques de Python comme Pandas et Matplotlib Library pour traiter des données et on va voir comment utiliser ces connaissances pour aider Marconi Bell comprendre le programme en Datacraft, d'accord, le réseau dans Datacraft. Donc, accéder à la machine, on vient de le faire. Alors, brièvement, c'est quoi la science des données? La science des données ou bien le data science est quelque chose qu'on entend ou bien qui devient maintenant populaire, ok? Alors, la question reste à savoir, c'est quoi la science des données? Brièvement parlant, je vais utiliser un exemple pour pouvoir donner une définition claire et terre à terre à la science des données, ok? Donc, tout d'abord, imaginez que vous avez une énorme pile de pièces de puzzle désordonnées. Enfin, je ne sais pas si vous aussi vous avez joué des puzzles où c'est vraiment désordonné. On vous demande d'arranger afin de donner une image finale. Et l'image finale, vous allez voir l'image quelque part. Et donc, c'est à vous maintenant d'arranger cette puzzle-là pour trouver l'image finale. Donc, imaginez-vous que vous avez une énorme pièce de puzzle désordonnée, sans image dans la boîte. Autrement dit, vous n'avez pas une image finale. Vous avez juste la pièce désordonnée. Maintenant, comment est-ce que vous allez commencer? Normalement, vous n'avez pas fait la magie. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Vous ne savez pas comment vous procédez. Vous ne savez pas l'image finale. Donc,
Par où commencer, vous ne savez pas. C'est là où le data science intervient. Alors, votre travail en tant que scientifique de données ou bien data scientist est de comprendre à quoi ressemblera l'image finale. Ok? Vous n'avez pas d'image finale. Mais en tant que data scientist, c'est à vous maintenant de comprendre à quoi va ressembler l'image finale. Donc, ce n'est pas la magie que vous allez faire. Vous allez utiliser la science des données pour analyser ces données, pour voir ce que l'image finale serait. D'accord? Donc, il y a plusieurs phases de la science de données, au fait. Alors, si vous voyez là, on a la collecte des données, le traitement des données, exploration des données, l'analyse des données et la communication. Je vais expliquer aussi brièvement ces rôles, d'accord? La collecte des données. Alors, en expliquant ces rôles aussi, je vais toujours utiliser l'exemple, d'accord, du puzzle. Lors de la collecte des données, étant donné que vous ne savez pas ce que c'est l'image finale et que vous voulez utiliser la science de données pour trouver l'image finale, la collecte des données, c'est une phase du data science où vous rassemblez toutes les pièces du puzzle. Vous rassemblez toutes les pièces du puzzle, toutes les pièces qui sont désordonnées, d'accord? Et bon, parce que dans notre cas, c'est du puzzle. Dans d'autres cas, ça peut être, je sais pas, des chiffres, ça peut être des mots, ça peut être des images, ok? Tout ce qui pourrait vous aider à comprendre quelque chose. Vous allez rassembler toutes ces pièces-là. Ça, c'est la collecte des données. Parce que là, maintenant, ces données sont brutes. Ok, ces données sont brutes, donc vous allez les rassembler. Après, vous passez à la deuxième phase, qui est le traitement des données. Alors, dans cette phase, vous faites quoi? Vous transformez ces données brutes précédemment collectées en un format standard avec lequel l'analyste peut travailler. Ok? Donc, dans le cas du puzzle, les pièces sont vraiment désordonnées ou bien même va manquer certaines parties. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas travailler avec, vous ne savez pas où commencer. Mais cette phase de traitement des tests, d'accord, va vous permettre de faire quoi? Va vous permettre de transformer ces données en données avec lesquelles l'analyse va travailler. D'accord? Donc, dans notre exemple de puzzle, vous allez nettoyer ces puzzles-là, vous allez organiser ces puzzles-là pour que ces puzzles-là aient un sens. Donc, vous avez collecté, et lorsque vous avez collecté, vous ne savez pas, peut-être il manque des parties ou bien certaines parties ne sont pas claires. Maintenant, vous allez les traiter, vous allez les travailler. Qui va consister à faire quoi? Qui va consister à les arranger, qui va consister à les nettoyer, qui va consister à les mettre de telle façon que un utilisateur ou bien vous en tant qu'analyste peut l'utiliser. D'accord? Là maintenant, ce n'est plus des données brutes. Ok? Maintenant, après avoir traité, vous allez passer à la vous allez passer à l'autre phase qui est l'exploration des données. C'est quoi l'exploration des données? L'exploration des données, c'est cette phase où quoi? Où vous créez maintenant des relations entre des données, où vous trouvez des modèles, des corrélations qui peuvent commencer à vous fournir des informations. Pensez-y comme si vous ébranchiez une grosse pierre en découvrant de plus en plus et au fur et à mesure que vous effritez. Alors, ça c'est beaucoup de français pour rendre ça beaucoup moins, genre beaucoup plus clair avec des termes terre à terre en utilisant également l'exemple. Lors de l'exploration des données, vous allez commencer par examiner les pièces de plus près. Ok? Vous allez commencer par créer des relations entre ces pièces-là. Vous allez commencer par voir qu'est-ce qu'ils ont en relation. Vous allez commencer par voir est-ce qu'il y a des corrélations entre eux. D'accord? Rappelez-vous, vous les avez organisés dans la phase précédente. Maintenant, après l'organisation, vous commencez par faire quoi? Après l'organisation, vous commencez par euh, voilà, voir s'il y a des relations entre eux. Ok? S'il y a des relations entre eux, est-ce qu'elles sont corrélées ensemble? S'il y a des corrélations, tout ça là, vous faites quoi? Vous les étalez, vous essayez de créer des relations, etc. Ok? Euh, Maintenant, après l'exploration des données, on a cette phase d'analyse. Ok? Alors,
Dans cette phase d'analyse, dans cette phase que se déroule l'essentiel de l'analyse. Ici, les données sont explorées pour fournir des réponses à des questions et à des projections futures. Par exemple, une boutique de commerce électronique peut utiliser la science des données pour comprendre les produits les plus récents et les plus populaires à vendre, ainsi que pour créer une prédiction pour les périodes les plus chargées de l'année. Maintenant, revenons à l'exemple des pièces de puzzle. Ok. Dans cette phase de l'analyse, maintenant que nous avons rassemblé les pièces, on a essayé de voir un tableau d'ensemble, on a essayé de voir s'il y a des relations entre eux. Là maintenant, on va utiliser des données. On va utiliser soit la mathématique, ou bien on va utiliser des quoi, ou bien des outils spéciaux pour trouver des connexions entre elles. Et lorsqu'on trouve ces connexions, ça va nous permettre de voir quoi? Ça va nous permettre de voir, ok, de faire une prédiction. Voilà. Lorsqu'on trouve, on a fini de trouver, on a fini de faire des rapports, on a fini d'établir des rapports. Lorsque ces rapports-là sont beaucoup plus clairs, maintenant, on commence à faire quoi? On commence à avoir de petites prédictions. Ce qui veut dire, lorsque je mets ceci, qu'est-ce qui peut suivre? Vous voyez? Vous pouvez prédire facilement l'autre pièce de puzzle qui va suivre à cause du rapport que vous avez établi dans la phase précédente. Rappelez-vous, c'est la phase quoi? C'est la phase d'exploration des données. Et dans la phase d'exploration des données, vous créez des rapports, vous essayez de voir s'il y a des corrélations entre elles. Maintenant, dans la phase d'analyse, cette phase d'analyse va vous permettre de faire des prédictions. Après avoir créé des rapports, après avoir cherché à voir des corrélations, elle va vous permettre de voir, ok, donc s'il y a ceci, ce qui doit suivre normalement, c'est ça. Ce qu'il doit suivre normalement, c'est ça. Ce qu'il doit suivre normalement, c'est ça. Jusqu'à ce que vous traitez toutes ces données-là. OK? Et finalement, la phase de communication. La phase de communication, c'est la phase finale. Rappelez-vous, au début, vous avez juste eu des pièces de puzzle désordonnées, des pièces brutes, mais vous les avez traitées, vous les avez explorées, vous les avez analysées. Et au finish, votre but final, c'est de faire quoi? Votre but final, c'est de donner l'image finale. OK? Donc, la phase de communication, c'est la phase qui est extrêmement importante parce que c'est la phase qui va permettre aux personnes de comprendre ce que vous leur présentez. OK? Donc, les pièces qui étaient désordonnées, vous les avez arrangées jusqu'à il y a une image finale. OK? Donc, la science des données, c'est une science qui nous permet de comprendre et de faire des oui, voilà, de comprendre en analysant plusieurs données au début qui étaient brutes afin de faire quoi? Des prédictions, afin de voir une image claire de ce qui peut se passer, d'accord? Ce qui peut se passer, ce qui s'est passé, ce qui peut se passer. Euh, voilà, voilà. Donc, le traitement des données. Le traitement des données. Maintenant, comment est-ce que la science des données ou bien le data science intervient dans la cybersécurité? Ça, c'est une question très importante. OK? Comment est-ce qu'elle intervient dans la cybersécurité? L'utilisation de la data science est rapide et devient de plus en plus fréquente dans le domaine de la cybersécurité en raison de sa capacité à offrir des idées. L'analyse des données telles que les événements de journalisation qui conduit à une compréhension des événements au sein d'une organisation. L'utilisation des données, la science de la détection des anomalies en est un exemple. OK? Donc, brefement, dans le domaine de la sécurité, de la cybersécurité, la science des données intervient. Comment ça? Lorsque vous analysez les données, pour ceux qui suivent notre cours, bien pour ceux qui sont dans le groupe de Level 0, ceux qui sont dans le groupe de Level 0 de GPT, d'accord, actuellement nous avons parlé de Blue Team et un groupe de Blue Team qui font quoi? Qui analysent des données. Et lorsqu'ils analysent des données, ça les permet de faire quoi? Ça les permet de préparer en avance. Rappelez-vous, une fois vous finissez d'analyser, vous finissez d'explorer et d'analyser, vous avez quoi? Vous avez une petite image de ce que le futur peut donner.
Permettez-moi le terme. Donc, dans le domaine de la cybersécurité, lorsque vous avez ces données-là, avec la science des données, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez les analyser. Vous pouvez donner une prédiction de ce que le futur peut donner. Vous pouvez comprendre les événements au cours de votre entreprise et où est-ce que ça vous mène. La journalisation. Vous pouvez détecter certaines anomalies à travers la science des données. D'accord? Et il y a certains domaines, par exemple la CIEM, l'analyse des tendances des menaces, le threat intelligence en anglais, et l'analyse prédictive. Alors, tous ces domaines sont des domaines qui utilisent la science des données et que la science des données rend beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, est-ce que la science des données intervient dans le domaine de la cybersécurité? La réponse est oui, bien sûr que la science des données intervient dans le domaine de la cybersécurité. Okay? Donc, avant de commencer par résoudre le problème de Advanced Cyber D2, nous allons brièvement parler de quoi? De Python, du notebook Jupyter. Alors, c'est quoi le notebook Jupyter? Le notebook Jupyter est comme un cahier numérique digital. D'accord? Le notebook Jupyter est comme un cahier numérique intelligent digital bien sûr qui vous permet de dialoguer avec un ordinateur. Donc, dans le notebook, comme le nom l'indique, notebook, ok? Donc, dans le notebook, vous pouvez écrire des codes, ok? Vous pouvez les exécuter immédiatement, d'accord? Vous pouvez attacher des lignes qui vous permettent de faire quoi? Qui vous permettent des notes qui vous permettent de comprendre ces codes-là. Vous pouvez ajouter des images également qui vous permettent de comprendre ces codes-là. Et le plus important, vous pouvez facilement les partager aux mêmes personnes qui travaillent avec vous, d'accord, parce que c'est une histoire de données. Ok. Donc, le Jupyter Notebook, c'est un cahier numérique intelligent. C'est un cahier numérique intelligent, d'accord. Et ceux qui sont dans la science des données sont ceux qui utilisent beaucoup plus le Python Jupyter Notebook. Hmm? Voilà. Alors, voilà ce à quoi ça se ressemble. Alors ici nous n'allons pas parler de comment l'installer et tout, mais nous allons fournir des informations qui va nous permettre de faire quoi, qui va juste nous permettre de pouvoir répondre au challenge. Ok? Donc ce que vous voyez ici, c'est l'interface de Python Jupyter, de Python Jupyter Notebook. Donc ici, vous avez les fichiers, d'accord, File Explorer, et de ce côté, euh, vous avez le fichier explorateur, d'accord, et ici, vous avez votre espace de travail. Ok, votre espace de travail et vous avez votre fichier explorateur. Hmm? Donc, exemple de fichier explorateur, ici, il y a un, deux, trois, quatre fichiers explorateurs. Introduction. Et comme je le dis, c'est un, attendez. Alors, comme je le dis, c'est quoi? C'est un cahier numérique intelligent. D'accord? Vous voyez, vous avez du code, vous avez des choses que vous avez écrites. Ici, vous avez du code. Et lorsque vous exécutez, vous pouvez facilement exécuter ces codes-là. Là, par exemple, je fais print. Vous voyez, ça vous dit Hello World. Si je change Hello James, et keep up, pardon. Bon, vite. Et que je fais un run, ça va voir Hello Game keep up with David. Ce que vous ne pouvez pas faire avec d'autres éditeurs de texte, par exemple celui-ci. Ok? Celui-ci, vous ne pouvez pas faire, elle n'a pas les mêmes capacités que le Jupyter Notebook. Ok? Ici, vous voyez, vous écrivez tout ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter des codes, vous pouvez ajouter des images, vous pouvez partager également ceci avec ceux qui travaillent avec vous pour qu'ils puissent faire des modifications, etc., etc. Ok? Donc, on va parler aussi brièvement du Python. Alors, rappelez-vous, ceci n'est pas un cours de Python, mais on va parler du concept qui va nous permettre de faire quoi, qui va nous permettre de comprendre et de résoudre le problème du Advanced Security D number 2. D number 2. OK? Alors, nous avons un variable.
Nous allons parler des concepts de Notepad, variable, liste, bibliothèque, voilà, et des exemples de bibliothèque. Ok? On va parler des variables, des listes, des bibliothèques et des exemples de bibliothèques. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un variable? Hmm? Explorateur de fichiers. Qu'est-ce qu'un variable? Ici, ça dit a good way to think of a variable. Ok. On va le faire là. Une bonne façon de décrire les variables est de les considérer comme une boîte de rangement avec une étiquette dessus. Si vous déménagez, si vous déménagez vos articles dans une boîte et les étiquetez, et étiquetez-les, vous mettrez probablement tous les événements de votre cuisine dans une même boîte. C'est très similaire dans la programmation. Les variables sont utilisées pour stocker des données. Très important. Les variables sont utilisées pour faire quoi? Pour stocker des données. Et lorsque tu veux accéder à ces données-là, vous appelez quoi? Vous appelez les variables. OK? Les variables sont utilisées pour stocker des données. Et lorsque vous voulez les accéder, vous appelez ces variables. Alors, contrairement aux autres langages de programmation, vous ne déclarez pas une variable en Python. D'accord? Vous ne déclarez pas une variable en Python. En C, par exemple, vous allez normalement déclarer une variable. JavaScript, même chose. C++, même chose. Java, même chose. Okay, mais en Python, vous ne déclarez pas les variables. Pour pouvoir vous voulez créer une variable, vous écrivez juste un nom et vous attribuez quelque chose à la variable. Ok, par exemple, dans notre cas ici, âge égale 23. Donc 23 c'est l'information que nous voulons stocker dans âge. Ok. Alors un autre exemple, Ben. Ben c'est un string qui est un donné aussi que nous voulons stocker quoi dans name. Ok. Donc à chaque fois nous appelons. Regardez ici par exemple lorsque j'ajoute print age, lorsque je fais ceci, print age, voilà. Donc à chaque fois que j'appelle âge, ça nous donne quoi? Ça nous donne les données qui sont dans âge. Même chose pour name. D'accord? Rappelez-vous, ce qui est dans name, c'est quoi? C'est quoi? C'est Ben, n'est-ce pas? Donc à chaque fois que j'appelle name, l'information ou bien les données qui sont dans name, c'est ce qui va sortir pour nous. Donc name and Ben. OK? Donc, les variables sont très essentielles pour la programmation. OK? Très essentielles pour la programmation parce que ce sont ces messieurs avec lesquels nous stockons des données. Une fois que tu veux accéder à ces données-là, tu appelles les variables et tu as accès à ces données. OK? Alors, on va parler d'un autre concept. L'autre concept que nous allons parler, c'est quoi? Ce sont des listes. Rappelez-vous, une variable, c'est quoi? Une variable nous permet de stocker des données. Alors, pardon, une variable permet de stocker des données. Voilà. Alors, une liste, c'est quoi une liste? Alors, les listes sont un exemple de structure de données en Python. Les listes sont utilisées pour stocker une collection de valeurs. Normalement, avec une variable, vous attribuez juste une seule valeur. OK? Avec une variable, vous attribuez juste une seule valeur. Je vais utiliser ce monsieur pour que ce soit beaucoup plus clair. D'accord? Avec une variable, vous attribuez juste qu'une seule valeur. Alors, je donne un exemple. Pardon. Avant, nous avons donné âge et on a attribué la valeur 23, n'est-ce pas? Et après, c'est quoi? C'est name. On a attribué la valeur de Ben, mais là, je vais dire James. OK? Maintenant, lorsqu'on veut créer une liste aussi est une variable, mais avec laquelle on attribue plusieurs valeurs. OK? On attribue plusieurs valeurs. Donc là, je vais mettre basket. D'accord? Donc, basket. Nope. Basket. Voilà. Plusieurs valeurs. Donc, peut-être 23. 23. James. Quoi d'autre? Quoi d'autre? 10. Donc, autant de valeurs que vous voulez. Et une fois, vous appelez
la variable ayant une liste, d'accord, vous aurez accès à quoi? Vous aurez accès à toutes les valeurs dans la liste, contrairement à une variable qui a qu'une seule valeur. Avec une liste, vous avez plusieurs valeurs. Une variable a une seule valeur, une liste, vous avez plusieurs valeurs. D'accord? Et voilà là où Python est très intéressant. Comme je dis encore, vous n'avez pas besoin de déclarer votre variable. Vous faites quoi? Vous les créez juste et l'interpréteur comprend si c'est un int, une string, un integer ou bien une valeur décimale. On laisse l'interpréteur trouver ça, d'accord, lui-même, d'accord. Nous, on déclare notre variable et on l'utilise au calme, ok. Alors, un autre concept qui va nous aider, ce sont des bibliothèques, ok. Bibliothèque. Alors, qu'est-ce qu'une bibliothèque? Une bibliothèque, d'accord, une bibliothèque est un programme que nous pouvons appeler, ok, ou bien disons est une grande fonction que nous pouvons appeler ayant plusieurs fonctions, bien plusieurs modules, ok, plusieurs fonctions ou bien plusieurs modules dans une bibliothèque, ok. Alors les bibliothèques sont beaucoup plus intéressantes parce qu'elles rendent extensible, d'accord, un langage de programmation, ok. Sans les langages de programmation seront moins puissantes, ok, moins puissante. Mais heureusement, avec les bibliothèques permettent au langage de programmation de devenir beaucoup plus extensible. Ok, beaucoup plus extensible. Ok, donc vous pouvez étendre la capacité d'un langage de programmation grâce aux bibliothèques. Ok, donc euh, les messieurs qui sont dans la science des données, eux, ils utilisent quoi? Ils utilisent deux bibliothèques qui sont hyper importantes. Il y a Pandas, rappelez-vous là, avec le data science, on fait quoi? On analyse, on traite, on structure les données. D'accord? Donc, la bibliothèque qui permet d'analyser, de traiter, de structurer les données, c'est quoi? C'est Pandas. C'est la bibliothèque Pandas. Et une phase aussi dans la base de, pardon, l'analyse de la science des, pardon, une phase dans le data science qui est très importante en termes de visualisation, ok? Parce qu'il faut montrer aux gens ce que, ou bien l'objectif final, ce à quoi ils doivent s'attendre, l'image finale. D'accord? Alors, la bibliothèque qui permet de faire ça, l'une des bibliothèques, pas la bibliothèque, l'une des bibliothèques qui permet en termes de visualisation, c'est quelle bibliothèque? C'est la bibliothèque Matplotlib Library. Ok? Alors ça, c'est pas un cours extensif de Python, je vous explique juste les concepts et pour beaucoup plus d'informations, vous avez des ressources en ligne avec lesquelles vous pouvez y aller et puis vous pouvez travailler vous-même. Ok? Faire des recherches. Quand même, nous sommes là, vous nous contactez dans GPT. Ok? Et puis, vous avez accès ou bien vous avez réponse à vos questions. Alors, il est temps qu'on réponde aux questions. Ok? Il est temps qu'on réponde aux questions. Maintenant, la première question dit, ouvrez le bloc-notes workbook situé dans le répertoire 4, d'accord, de la machine virtuelle. Utilisez ce que vous avez appris aujourd'hui pour analyser la capture des données. Combien de paquets ont été capturés en regardant le paquet number? Ok, donc combien de paquets ont été capturés? Voilà. Notre chère madame a importé, d'accord, a appelé la bibliothèque Pandas et lui a donné une alias en tant que PD, ce qui veut dire au lieu de dire Pandas, tu peux facilement dire PD. Donc, elle a également importé le module matplotlib.pplot, une fonction une fonction dans matplotlib qui est pplot et a appelé cette fonction en tant que plt. Donc, c'est très simple ou bien facile de dire plt et pdq pandas ou matplotlib.pilot. Donc, elle a analysé des trafics ici et maintenant elle veut utiliser cette bibliothèque pour trouver réponse à ces questions. Alors, la première question, comme nous venons de le dire, c'est quoi? C'est combien de paquets ont été capturés? Combien de paquets ont été capturés? Alors, pour voir, donc jusque-là, il faut comprendre qu'on a le code, d'accord? On a juste le code.
On a juste le code, donc il faut exécuter chaque cell, avant de poursuivre ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que j'avais oublié à faire, au fait. Donc ici, je vais le mettre à Speedy, d'accord, et je vais rechanger ce monsieur à Speedy. Et donc, pour pouvoir exécuter cette première ligne, donc cette première ligne nous dit que nous sommes en train de quoi? D'importer la bibliothèque Panda qui va nous permettre de quoi? Qui va nous permettre d'analyser, structurer et manipuler les données, n'est-ce pas? Et tout d'abord, qu'est-ce que nous voulons manipuler, analyser et restructurer? C'est quoi? C'est network traffic qui est juste là. Alors, network traffic, c'est quoi? C'est les paquets qui ont été enregistrés, ok, lors de, euh, c'est les trafics qui ont été enregistrés, ok, en utilisant des outils spécifiques. Ok, donc maintenant notre but c'est d'utiliser Pandas et Matplot Library pour pouvoir l'analyser. Ok, donc pour pouvoir exécuter, soit tu utilises ce monsieur qui est run cell qui est ici, d'accord, ou soit tu fais contrôle entrée, d'accord. Donc très important, pour importer, après avoir écrit votre premier code dans ce premier cell-là, faites en telle sorte que vous exécutez avant de passer à la ligne suivante. Si vous n'exécutez pas, vous aurez des erreurs comme ça. Ok? Donc, j'exécute mon monsieur et je reviens là. Maintenant, la première question dit, lorsque j'exécute, attendez, on va voir. Lorsque j'exécute ce gars-là, voilà, ça passe maintenant. Ok? Ça passe maintenant. Maintenant, la question numéro 2, ça dit quoi? Euh, Ça dit quoi la question numéro 2? Here you will need to use. Bon, on retourne ici. La question numéro 2 dit How many packets were captured? D'accord? Donc, combien de paquets ont été capturés? Ok, donc on va utiliser quoi? Ça dit, pour répondre à la question numéro 2, on va utiliser la fonction count qui se trouve dans la librairie Pandas pour trouver le nombre de quoi? Le nombre de paquets que nous avons capturés. Ok, donc df et on utilise la fonction count. Rappelez-vous que la variable df, c'est quoi? C'est cette variable que nous passons à notre pandas que nous avons créé une alias en tant que PD. Donc, nous avons passé notre network traffic, quoi. Oui, voilà notre trafic que nous avons analysé, le fichier CSV. Nous avons passé ça à pandas. Maintenant, lorsque nous avons passé à pandas, ça veut dire quoi? Que nous allons analyser avec pandas, nous allons structurer avec pandas, nous allons traiter avec pandas. Donc, toutes ces données, on met cette donnée dans quoi? On met tout ça dans la variable df. OK? Maintenant, pour pouvoir compter, afin de voir le nombre de paquets que nous avons, nous allons utiliser la fonction count qui se trouve dans Pandas. Alors, si j'exécute, ça nous dit quoi? Packet number is equals to 100. Donc, vous mettez ça, 100. OK? Maintenant, ça nous dit what IP address sends the most amount of traffic during the packet. Pour répondre à la question numéro 3, on va utiliser la fonction group by en fonction du column name que nous voulons et le module size. Alors, dans cette partie, le column name que nous voulons, c'est quoi? C'est source. Parce que quoi? Parce que je suis low en batterie, mais ça peut aller. Pourquoi? Parce que lorsque vous analysez, d'accord, un paquet, vous analysez un paquet, il y a la partie source, il y a la partie destination. Et c'est ça le column name. Donc, quel column name est-ce que nous voulons? Est-ce que c'est la source ou bien c'est la destination? Donc, dans notre cas ici, c'est la source. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais changer ce monsieur en df goodbye, group by. Le column name que nous voulons, c'est la source et on exécute. Donc, lorsque je fais CTRL entrée, on voit les adresses IP et le nombre de paquets envoyés. Donc, l'adresse IP ayant envoyé le plus de trafic, c'est quoi? Plus de paquets, c'est 10.10.1.4. Vous mettez 10.10.1.4, vous allez dire vous avez la bonne réponse. Alors, la troisième question dit quel est le protocole? What's the most frequent protocol? En français, sorry. Donc, on dit, en français, ça devient quoi? Ça devient, quel est le protocole le plus fréquent?
Voilà, donc quel est le protocole le plus fréquent? Ok, donc pour pouvoir trouver le protocole le plus fréquent, qu'est-ce qu'on fait? Ça dit here you use pandas value.count on the appropriate column, and le column que nous voulons c'est le column protocol. Ok, donc je vais réécrire ceci et je dis quoi? Je le mets ici par protocole. Quand je vais contrôle entrée, on voit les différents types de protocoles qui ont été envoyés et le protocole, le plus de protocoles qu'on retrouve dans les paquets qui ont été envoyés, c'est quoi? C'est du ICMP parce qu'il a du 27. Il doit y avoir, je pense qu'il doit y avoir une fonction qui nous permet de les organiser par ordre croissant ou bien décroissant. Bon, c'est à vous de voir. Bon, je suis sûr quand même, je vais chercher. Voilà, donc ICMP, vous mettez ICMP là et vous avez votre correct réponse. Ok, donc une fois encore dans cette vidéo, on a juste eu à voir quoi? On a juste eu à voir des concepts qui vont nous permettre de réaliser cette vidéo. Mais pour beaucoup plus d'informations, je vous invite à faire des recherches sur Google ou bien à nous contacter parce que on peut facilement vous aider à comprendre un peu beaucoup plus le langage Python, comment ça s'utilise, le Jupyter Network. Franchement parlant, moi, je ne suis pas trop fan de Jupyter Network, mais grâce à cet exercice, je pense que c'est quelque chose que je vais commencer par essayer. C'est quelque chose que je vais commencer par utiliser parce que elle est vraiment, vraiment super. Le fait même d'ajouter une image, le fait de pouvoir mettre des snap-ins, mettre des notes à côté. Voilà pourquoi on l'appelle un notebook digitalement intelligent. OK? Voilà. Et aussi, grâce à ce que moi je viens d'apprendre personnellement, lorsque on a un trafic à analyser, je peux facilement maintenant utiliser quoi? Pandas. Ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre d'analyser, de voir et d'inspecter de plus près. OK? D'inspecter le plus près. Enfin, voilà, c'est le but de Advanced for Cyber. OK? Ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de nous exercer, de voir le monde de la cybersécurité de façon beaucoup plus différente. Alors, nous sommes venus à la fin de cette session. Si vous avez réussi à à résoudre le Advanced for Cyber jour 2, beaucoup de félicitations à vous. Il y a d'autres jours qui sont à venir. Alors, on vous retrouve dans une autre vidéo du jour 3. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette vidéo et à la prochaine.